Selon les informations, la dépouille mortelle de l'ancien Premier ministre togolais, Edouard Kodjovi Edem Kodjo, devrait être de retour dans la capitale togolaise, sa terre natale, dans les prochains jours. C'est l'occasion pour nous encore de revenir sur le parcours de cette illustre personnalité, de voir un peu sa vie, ce qu'elle a été, qu'est-ce qu'il faut justement en apprendre et qu'est-ce que le pays doit en garder, qui était Edouard Edem Kodjo. Eh bien, c'est le sujet que j'aborde ce soir avec mon invité, le professeur Guy Missodé. Professeur Guy Missodé, bonsoir. Bonsoir, cher ami. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est pour moi. Vous êtes homme de lettres. Je parlais de Kodjovi Edouard Edem Kodjo. C'est un illustre personnage qu'il est difficile de définir, de circonscrire en quelques minutes d'émission. Mais si on vous demandait tout de go, qui était Edem Kodjo, quelle serait votre réponse? Bon, je dirais, sans hésiter, que Edem Kodjo était un homme exceptionnel, et à multiples dimensions. Ouais. Et je le répéterai, c'est une expression que j'emprunte de Célestin Monga, il est de la race des seigneurs. Race des seigneurs, de par le fait que, et c'est quelqu'un qui a nourri des ambitions et qui s'est donné des moyens, c'est des ambitions pour son pays, mais également pour l'Afrique. Ouais. Et cette ambition, il l'a inscrite dans quoi? Dans la rigueur, dans l'excellence et dans la compétence. Voilà quelques éléments qui permettent de définir cet homme qui, durant toute sa vie, s'est enraciné. Et dans son terroir, c'est ce que certains trouvent ça scandaleux, bien bizarre, parce qu'on l'imagine souvent comme un intellectuel, un énaque qui est descendu du ciel. Non, c'est quelqu'un qui s'est enraciné dans sa vie familiale, dans sa vie nationale, pour s'ouvrir d'abord à l'Afrique et ensuite à l'universel. Alors, Edem Kodjo, il a été 2 fois Premier ministre au Togo, mais quand on parle de lui au Togo, on a plus l'impression de quelqu'un plus international. Est-ce que vous pensez que pour Edem Kodjo, le Togo était plutôt son village et l'Afrique son pays? Ça, c'est une belle image. Et vous savez, et j'ai cette réflexion de Venance Conan, le PDG de Fraternité Matin, qui avait écrit d'ailleurs qu'un ouvrage sur Edem Kodjo, un homme, un destin, qui disait que quand ils étaient à la fac en France, il faisait sa thèse, il se disait, mais qui est ce personnage exceptionnel qui provient de ce rectangle-là, le Togo, mais dont le rayonnement est international. C'est vrai, on peut dire, comme vous le dites, qu'il a son village qui est le Togo, mais il déborde ce pays et il rayonne à l'international. Et donc, c'est pourquoi j'emprunte à dessein, avec satisfaction, et c'est cette image. Ouais. Vous pensez que le Togo le connaît assez? Bon, je dis que il est peut-être méconnu ou mal connu. Et méconnu ou mal connu, peut-être pas une certaine génération. Parce que, moi j'ai eu quand même à échanger avec certains aînés, dont je me garde de dire le nom ici, vous voyez, certains aînés et des années 70, 80, surtout 70, voilà, qui l'ont bien connu à l'époque, parce que était vraiment à l'époque ce qu'on appelait un technocrate, vous voyez, qui est passé des finances à la diplomatie, sur l'insistance de certains pères qui ont encouragé le président Eyadema à lui donner cette occasion d'aller vers l'international, et il n'a pas déçu. Donc je dis qu'il est méconnu ou mal connu par le fait que, moi je peux justifier cela. Et la première des choses, je déplore, nous n'avons pas toujours des traces écrites de notre histoire quotidienne et de notre histoire récente. Ça se transmet malheureusement par la tradition orale, avec tout ce qu'il y a comme déformation, avec ce qu'il y a comme récupération, et finalement, on ne retient peut-être que les anecdotes, parfois qui relèvent de l'ordre négatif ou positif.
Alors, Edem Kodjo, vous avez touché un point très important, vous qui êtes homme de lettres et donc qui connaissez véritablement l'importance de l'écriture. Est-ce que vous pensez qu'il a un peu fauté par... j'allais dire, il y a un défaut d'écriture chez lui de laisser une trace visible, écrite dans l'histoire, même s'il a quelques ouvrages à son actif. Oui, bon, il a... Est-ce qu'il a fauté? Non, il a écrit, mais malheureusement, et nous fonctionnons dans une société qui a l'image, c'est comme par exemple... Comme fonctionnent tous les écrivains de nos sociétés. Oui. Nos textes écrits sont des messages verbaux adressés à un auditoire de sourds. Oui. Et c'est ça, ce qui fait que quand on prend Et demain l'Afrique, qui est vraiment un ouvrage important, incontournable, dans les facultés de sciences économiques, de sciences politiques de plein de pays, mais c'est un ouvrage qui est méconnu. Bon, peut-être que Edem Kodjo est écrit plus vers un lectorat d'élite. C'est le reproche qu'on lui fait justement. Aussi. Hein, oui. D'être trop intellectuel finalement. Voilà. Bon, est-ce que c'est le fait... Est-ce que ce n'est pas plutôt ce souci de toujours tirer vers le haut? Voilà. Moi, je crois que ça a été ça. Parce que ce matin, quand je m'apprêtais à... Tout à l'heure, je m'apprêtais à venir, je me suis demandé, mais... Il est rare de rencontrer un collaborateur de Edem Kodjo, qu'il soit de son bord ou bien de notre bord, qui justement est à lui faire des reproches négatifs. Parce que tout le monde dit plutôt que mais, quand vous le côtoyez, vous apprenez. Oui. C'est-à-dire que indépendamment des considérations subjectives, vous l'appréciez. Et avant-hier, un neveu d'un grand témoin de l'histoire de notre pays, et André Kebidien, me disait que mais son oncle disait que mais c'est quelqu'un qui a une très haute idée de l'État et qui le respecte. Donc, vous voyez que il a voulu, c'est pourquoi Jean-Baptiste Placard le disait hier, c'est qu'il a rêvé pour l'Afrique. Et peut-être que c'est ça qui fait que, en fait, souvent on nous dit, lorsque le sage montre la lune, vous voyez, l'idiot, vous voyez, ou bien le commun des mortels ne voit que son doigt. Voilà un peu. Alors, vous pensez qu'Edem Kodjo a eu aussi, sur le plan national, je veux dire politiquement, un destin manqué parce que c'est vrai que nous, on était encore vraiment des enfants à l'époque, en 93, mais beaucoup disent qu'il s'en est fallu de peu pour qu'il devienne le président. Il était en tout cas en pole position à cette élection pour être le président togolais. Oui, bon, tout cela était lié. Bon, moi je dis, les gens parlaient de cabale, les gens parlaient de coup bas. Moi je mets ça sous le coup d'un malentendu. Oui. Vous savez que notre vie politique est écrite par des situations de malentendus. Malentendus parfois de bonne foi comme de mauvaise foi. C'est vrai qu'il avait un profil consensuel de part et d'autre. Et bon, moi, j'ai des amis de tous bords, et oui, ils ont dit de part et d'autre. Mais à un moment donné, bon, l'a-t-on poussé jusqu'au dernier retranchement, jusqu'à ce qu'il retire cette candidature, puisqu'il était encore en pleine campagne, lorsque le message lui était parvenu, de retirer sa candidature. Bon, maintenant, alors, je sais pas, à qui profite le crime ou le non-crime? Voilà, je crois qu'il appartient à l'histoire un jour, vous voyez, de nous édifier et réellement sur cela. Vous voyez, peut-être qu'on aurait fait l'économie de beaucoup d'erreurs, on aurait fait l'économie de beaucoup d'aventures, parce que si ça a été ce consensus qui nous a toujours manqué jusqu'à maintenant. Voilà. Et puis, il y a eu l'épisode 94, Edem Kodjo avec l'UTD arrive, disons, l'opposition gagne les législatives, le parti d'Edem Kodjo est le deuxième de l'opposition. Il fallait s'entendre pour avoir un président de l'Assemblée, un premier ministre. Ça, c'est pas bien entendu avec Agbo-Ibor. Oui, voilà. Épisode raté également. Oui, ça, c'est également. Bon, on parlera justement du mythe des frères ennemis qui s'écrit tous les jours. C'est vrai qu'on aurait dû... Vous voyez, qu'on le veuille ou non, la division, justement, n'a jamais été un acquis. Toute division, justement, est un obstacle dans le processus d'une évolution d'un pays. C'est vrai que les enjeux... moi, je suis de ceux qui disent que je ne prends position que lorsque je détiens toutes les informations de part et d'autre, sans tenir compte des positions partisanes. Parce qu'il y a des interprétations de part et d'autre. Et
n'oubliez pas que mais je ne peux pas reprocher au président Eyadema d'alors de tirer profit seulement d'une division. Nous sommes dans un jeu politique. La politique, ce n'est pas, comme disait Mao Tse-tung, c'est pas un dîner de gala. Ah oui, si je fragilise mes adversaires, mais je tire justement mon épingle du jeu. Non, ça, c'est que ce n'est pas une question d'enfant du cœur. Bon, peut-être donc cette division a profité justement au pouvoir en place et qui l'a conduit on l'a été nommé Premier ministre et ensuite il y a eu les élections partielles qu'il a perdu, c'est ce qui a permis justement au parti politique, à la majorité présidentielle de reprendre la majorité. Voilà, c'est le jeu. Bon, c'est vrai que beaucoup de Togolais lui ont reproché, voyez, bon, cette posture. Bon, mais alors, comme disaient certains, on a l'impression que peut-être que c'est une erreur, que autant on l'adule, autant on le critique, autant on pardonnera à une autre personne la faute qu'aurait commise ou bien l'erreur que Denkodjo aurait eu à commettre. Voilà, c'est un peu également cette contradiction dans laquelle nous nous trouvons. Mais ceux qui lui reprochent, à tort ou à raison, cette posture, mais ils ont oublié justement que lui a été victime en 1993, quand justement les mêmes personnes l'ont poussé à retirer sa candidature. Vous voyez, et du coup, il faut toujours avoir une vue géométrale qui, bon, c'est vrai que c'est difficile, hein, et il faut se situer dans une perspective non partisane afin de procéder à une lecture objective et froide de cette réalité. Est-ce que vous pensez que en décédant à Paris il y a quelques mois, Edem Kodjo est parti amer? Je ne pense pas, parce que, vous voyez, bon, nous échangeons régulièrement, nous étions très très proches, mais c'est quelqu'un, à un moment donné, vous allez voir que ses préoccupations étaient beaucoup plus artistiques, culturelles, et que politiques. C'est vrai, la politique, comme on dit, chasser le naturel, il revient au galop. Non, je ne pense pas que peut-être qu'il a nourri des projets plus ambitieux pour son pays qu'il n'a pas pu réaliser. Mais je crois qu'il n'y avait pas autant d'amertume, parce que on préparait d'ailleurs un hommage qu'on devait lui rendre à l'université à la veille justement de sa crise. Oui, c'était en pleine préparation d'un hommage suivi de ce qu'on appelle à l'université des mélanges qui devaient réunir des fondés de pouvoir culturel et littéraire et politique à l'université. On avait même déjà lancé l'invitation lorsque la triste nouvelle est tombée, qu'il est victime de cette crise qui a conduit à ce qu'il soit envoyé en France. Donc je ne le voyais pas dans cette posture d'amertume. Mais vous savez, nous ne lisons que ce qui est apparent. Peut-être que il y a des signes que nous n'avons pas pu décoder. Il y a eu beaucoup de crises que le Togo a connues et on voyait Edem Kodjo un peu sur le théâtre africain. Je me rappelle de sa médiation au niveau de la RDC et tout. Mais dans son propre pays, c'était un peu comme le prophète qui n'est pas bienvenu chez lui. Oui, mais parce que j'ai lu certaines presse qui lui faisait ce reproche qu'il ne se s'est pas mêlé de ça. Je dis non, moi je me rappelle bien, il avait adressé une lettre, justement, il avait adressé une lettre justement au parti en proposant justement sa médiation, bien sa contribution, mais ça a été du mépris, ça a été de l'indignation, et voilà, donc là, il s'est présenté. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que Edem Kodjo, durant toute sa vie, n'a pas fait de diplomatie spectacle. Ça, c'est très important. Et moi, je suis quand même un peu mieux placé pour savoir que au niveau des crises successives que notre pays a connues, Edem Kodjo a beaucoup contribué, peut-être à les cadrer pour que ces crises n'aient pas des dimensions catastrophiques. Là, il faut le reconnaître, parce que il y a même un fait que les gens oublient. Pour que le Togo puisse reprendre normalement les engagements pris par le Togo auprès de la communauté internationale, mais le garant
mais c'était Denkodjo. C'était lui qui était le garant du respect de cet engagement. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui aurait conduit à ce qu'il soit encore nommé Premier ministre pour le premier mandat du président Faure Gnassingbé. Donc, vous voyez, ça veut dire qu'il y a des choses, mais nous ne lisons que, vous voyez, les signes qui nous intéressent. Voilà. Donc, nous n'intégrons pas tous les éléments afin d'avoir cette image que, bon, je répète, géométrale, qui nous empêche de prendre des partis. Parce que n'oubliez pas que tout point de vue est un aveuglement. Dans la mesure où ça vous empêche de voir les autres points de vue. Voilà. Alors, aujourd'hui, Edem Kodjo n'est plus, je l'ai dit, sa dépouille doit revenir. C'est annoncé pour le 12 août, si j'ai bonne mémoire. Est-ce que vous pensez qu'il mérite des hommages nationaux? Oui, et je dis que c'est la question de mérite, mais pas d'être posée. Cela relève d'une évidence. Et alors, il faut toujours rendre à César ce qui est à César. Reconnaissons que le Togo a déjà commencé les hommages parce que la messe, la messe est concélébrée samedi à Paris. Mais n'oubliez pas que c'était une messe décidée, voulue par l'ambassade du Togo en France, et qui parle de l'ambassade du Togo en France, ça veut dire que c'est la représentation nationale. Et ce n'est pas pour rien que l'ambassadeur du Togo représentait le Togo et avec d'autres invités du corps diplomatique. Et cela témoigne également de de cette popularité. Je connais bien l'église de la Madeleine. Mais rappelez-vous, la plupart des messes, il y a 15 ou une vingtaine de personnes. Mais l'église, il y avait plus de 1000 personnes, malgré justement l'observance justement des gestes barrières. Voilà, venus de toutes parts. Et un samedi en été et un matin, mais quand même, il faut le faire. Voilà, tous ceux qui étaient à la messe étaient surpris. Ils ne s'attendaient pas. Parce qu'au début, c'est vrai que les gens n'étaient pas nombreux, mais vers la fin, on s'est rendu compte qu'il y avait plus de personnes sur les bancs derrière que, au niveau du premier rang. Voilà. Alors, maintenant, les hommages nationaux, ça, on n'en parle pas. C'est aussi, et on l'a rappelé tout au long de cet entretien, que c'est un personnage qui a une dimension continentale. Le continent lui doit aussi des hommages? Oui, le continent, là, a déjà, et depuis l'annonce de sa naissance, on a eu la communauté de l'Union africaine, nous l'avons eu également pour même la CEDEAO, et nous l'avons eu même à la messe de samedi, il y a même eu les hommages, le témoignage de Kabila. Kabila, oui. Et donc, beaucoup de ténors de la scène internationale ont envoyé et il fallait voir pour signer le livre d'or et samedi, mais c'était une longue queue où il y avait justement tous ceux qui de près ou de loin l'ont approché. Et d'ailleurs, Monseigneur Balonga l'a dit dans son homélie. Il dit que mais son amitié pour Edem Kodjo ne peut pas s'arrêter à sa mort. Que quand lui, il était toujours à la cité de Vatican, Edem Kodjo ne passe pas par Vatican sans seulement lui rendre une visite amicale ou de courtoisie, que c'était pour lui, un témoignage que, de dire, cette messe. Donc, l'Afrique a déjà commencé, depuis il y a la Côte d'Ivoire, qui a même organisé une émission spéciale sur la RTI. Ça fait déjà un mois. Et il y a même un numéro spécial de Fraternité Matin qui est consacré. Et j'ai reçu hier des pages d'un journal malien et qui annonçait d'ailleurs ses obsèques. Donc, de part et d'autre, tout le continent africain, d'une façon ou d'une autre, justement, témoigne leur reconnaissance à cette figure. Et au témoignage, l'un également des témoins le disait. Il se demande si il serait encore, il est possible dans un avenir court, récent, de retrouver cette image exceptionnelle qui a porté les couleurs de notre pays. Vous anticipez là une question que j'allais vous poser. Est-ce qu'on peut avoir de sitôt un autre Edem Kodjo? Bon, moi je suis du genre optimiste. Je crois que il y a peut-être beaucoup d'Edem Kodjo qui sommeillent dans... Lui, c'est quelqu'un qui s'est révélé très jeune. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Si vous lisez
et le texte que Célestin Monga a écrit sur lui. C'est Monga d'ailleurs qui vient d'être accepté dans une grande à Harvard et qui écrivait le titre qu'il a donné à son article. Ça, il disait que mais Eden Kodjo est de la race des seigneurs. Et il disait que mais c'est quelqu'un, lorsqu'il vous fixe du regard, vous ne pouvez pas dire des bêtises. Et c'était son expression. Bon, moi je crois que il est possible qu'on ait toujours des Kodjo, mais nous devons quand même, pour les jours ou bien les opportunités à venir, essayer d'optimiser ces potentialités que nous avons afin que ça nous serve plus et que ça serve quand même aux autres. Il y a un autre reproche qu'on fait beaucoup au continent en général et à nos pays en particulier, c'est de n'avoir pas des panthéons dans nos pays. On enterre n'importe qui parmi n'importe où, n'importe qui. C'est pas trop encourageant non plus. Oui, bon, peut-être que tout cela relève et de notre histoire, de notre culture. Voilà. Et, voyez, nous avons dans notre culture cette spécificité que en tout cas, tous les morts se valent. Oui. Vous voyez, tous les morts se valent. Et c'est pourquoi vous verrez que dans nos cultures profondes, nous ne critiquons pas le mort. Du moment où il est parti, voyez, il prend une autre ascendance. Mais il appartient à la République, voyez, de penser, voyez, à un panthéon où, mettons, pour les grands hommes, reconnaissant à la patrie. Et ça, c'est quand même utile, voyez, parce que vous verrez que Eden Kodjo, il a plus reçu, bon, c'est vrai, il a reçu toutes les 10 distinctions nationales les plus élevées, mais il a reçu également d'autres distinctions, que ce soit académiques ou politiques en France et de par le monde. C'est des distinctions, mais comme vous le dites, il faut aller au-delà et qu'il y ait un panthéon pour nos grands hommes. Autre aspect de la vie d'Eden Kodjo qu'on va évoquer en quelques minutes, c'est son grand amour pour l'art également. C'est d'où qu'il le tient? Non, en fait, c'est là. C'est-à-dire que les gens ont cru que c'est au soir de sa vie, vous voyez, qu'il a eu à développer son amour. Non, Eden Kodjo est il est un personnage protéiforme au sens au sens grec du terme. Il a plusieurs formes, plusieurs facettes, et chaque fois, mais il surprend lorsque vous découvrez une de ses facettes. Il vous dit que non, mais le foot, il était un grand sportif. Ah oui, bien sûr. C'est pas pour rien que l'un des ouvrages destinés, consacrés au football togolais, c'est lui qui a eu à écrire la préface. Parce que, oui, voilà. Donc, oui, mais très tôt, Eden Kodjo s'est intéressé à l'art et à la culture. Déjà sur les bancs, que ce soit à la cathédrale, où il a fait ses classes, ou bien au collège Saint-Joseph, où il a été condisciple, moi, de mon père. Mon père a rencontré Eden Kodjo au collège Saint-Joseph, et ils sont restés amis, condisciples, camarades, durant toute la vie. Et là, c'est ça. Et c'est pourquoi il était un grand collectionneur justement d'œuvres d'art. Et son ambition, d'ailleurs, c'est de parvenir à avoir une fondation sous forme de musée pour justement que le peuple togolais, la génération, puisse avoir accès à tous ces œuvres d'art qu'il a eu, à collectionner durant tout son parcours. N'oubliez pas que vous trouverez justement dans ces œuvres l'un des premiers tableaux de Paul Haï. Voilà. Alors, certains d'ailleurs pensent que c'est hier que Eden Kodjo a ramassé 300 tableaux. Non, ce sont des tableaux qu'il a eu à acheter tout au fil justement et de son parcours. Et d'abord, je dirais même depuis qu'il était étudiant, mais également, voilà. Donc, ce qui fait qu'elle a commencé par écrire, surtout quand il est rentré réellement dans la littérature fictionnelle, avec, au commencement était le glaive, mais ça a été une révélation extraordinaire. Avec quelle écriture? C'était une écriture confirmée. C'était pas l'écriture de quelqu'un qui vient de faire son entrée en littérature. Et on verra également dans la lettre ouverte à l'Afrique cinquantenaire, mais c'est de la poésie, alors qu'il s'inscrivait dans un essai. Donc voilà également. Donc il aimait l'art, mais il était lui aussi artiste.
Oui. Et n'oubliez pas, les gens ne savent pas, il a même dirigé un organe de presse. Quand il avait commencé en tant qu'administrateur de l'Office de la radiodiffusion française. Okay. Ah, bien sûr, qu'elle est sortie de l'ENA, justement, ouais. Il a d'abord été administrateur, de l'ancêtre de RFI. Oui. Donc, vous voyez que il y a plusieurs facettes. Et chaque fois quand les gens découvrent, ça dit que il a fait ça aussi. Vous voyez, donc. Si vous devez mettre Edem Kodjo sur un même diapason qu'un certain nombre de personnages, qui vous vient à l'esprit? Je parlerai de Senghor. Ouais, je ne sais pas. Oui. Non, je parlerai de Senghor. Je trouve chez lui comme chez Senghor d'abord son attachement à la terre nourricière. C'est cette Afrique qu'il a toujours décliné, et sur le plan scientifique, donc dans ses essais, et sur le plan fictionnel, au niveau de la littérature. Mais il est même allé au-delà, ou bien ils ont fait la même chose. Autant on parle de Senghor, de la poésie de l'action, c'est-à-dire que la poésie a conduit Senghor à la politique. Lui aussi, cet attachement pour l'amour, mais l'a conduit à l'action politique. Et aujourd'hui, tout le monde regrette qu'on n'ait pas pu réaliser le plan d'action de Lagos, et dont justement les prémices se trouvaient déjà dans Et demain l'Afrique. Voilà. Et c'est ce que les gens ne savent pas. Mais le NEPAD qui viendra plus tard, NEPAD justement n'a fait que récupérer les grandes lignes justement du plan d'action de Lagos. Voilà, Vous pensez qu'il doit aussi être, au-delà du Panthéon, ça il appartient aux autorités de réfléchir, mais il faut l'immortaliser? Oui, l'immortaliser, c'est vrai. Moi, je parlais la dernière fois de certaines prologomènes, justement, à la pensée de Edem Kodjo. Ça veut dire que réfléchir, vous voyez, parce que on peut, tout ce qu'il a écrit de façon, ou bien ses œuvres de façon éparse, on peut les rassembler, justement, afin, justement, d'identifier un fil conducteur et en faire un magistère. Qui justement mérite d'être enseigné. Et c'est également une façon de l'immortaliser. Une autre façon également de l'immortaliser, l'enseigner, mais inscrire ses ouvrages au programme dans les lycées, collèges, et que les laboratoires de sciences politiques de nos universités, surtout publics de Lomé et de Kara, inscrivent au programme 102, surtout Et demain l'Afrique, dont les envolées sont toujours d'actualité. Professeur Guy Koko-Missodé, merci d'être passé répondre. Le plaisir est pour moi. C'était vraiment très intéressant de parler de cet illustre personnage que fut Edem Kodjo, professeur Guy Missodé, homme de lettres, écrivain et universitaire. Nous passons à la pause maintenant et on va revenir après le journal pour Regard Croisé.